Mais les sciences politiques, je pense que maintenant c'est possible de faire les sciences politiques à Abidjan. Moi j'ai fait l'université de droit à Abidjan, mais à l'époque, je pense que j'ai eu le bac en 2008. C'était pas possible de faire quand tu disais que tu voulais faire des sciences politiques, on te conduisait dans une école de droit. Donc voilà pourquoi j'ai fait. Est-ce qu'il y a une différence entre les sciences politiques et le droit? Bien sûr. Ah bon? Il y a une différence. Ça, je savais pas. Non, il y a une différence. D'accord. Il y a une différence entre les sciences politiques. Par exemple, tu as l'école Sciences Po ici à Paris. Oui. Il y a du droit, mais c'est pas. Il y a les sciences politiques pures. D'accord. Il y a une différence. Mais on te conduit en droit. Mais ça m'a permis de connaître surtout le droit constitutionnel, le droit pénal, le droit civil et voilà, le droit privé, évidemment. Il y a deux types de droits, droit public, droit privé. Donc voilà. Mais la motivation, c'est que moi j'aime apprendre. Et j'apprends vite. J'ai eu l'opportunité de faire une école d'ingénieur, donc j'ai dû me réinventer. Je suis une personne résiliente qui n'a pas parce peur. que de passer du droit vers la chimie. Non, ça n'a rien à voir. C'est carrément deux. Ça me paraît quand même deux filières carrément opposées, non? Non, c'est opposé. C'est opposé dans Où tu vas chercher tes ressources pour aller du droit vers la chimie? J'arrive en chimie. Je te rapporte rapidement. J'arrive en chimie, j'y connais rien. Donc quand je dis j'y connais rien, parce que j'ai fait une filière A2. A2, c'est purement littéraire. Donc j'arrive en chimie, j'y connais rien. J'ai dû prendre des cours, travailler même les samedis et les dimanches pour me mettre à niveau. Mais ça c'est important ce que tu dis, hein, franchement, parce que parfois on entend des gens qui ont envie d'aller faire certaines filières, qui ont été orientés par leurs parents après le bac, et après qui voient que ça ne leur plaît pas forcément. Il y a beaucoup de jeunes avec lesquels on parle souvent, oui. On se rend compte qu'ils ont ce problème-là. Oui. Et après qui ont envie de se réorienter, mais qui disent parfois n'ont pas forcément les compétences ou les capacités pour faire. Ton exemple c'est très Non, oui, parce ton expérience c'est une très bonne expérience. J'ai eu le bac à quasiment 17 ans. Donc je ne savais même pas ce que je voulais. Moi, je suis allé à l'école. Ça c'est un problème quand même en Afrique. Oui, les parents qui imposent la vision scolaire aux enfants. Je me dis qu'en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, il y a un problème d'orientation. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas accès à des conseillers d'orientation. D'où la réforme sur l'éducation nationale. Donc il faut une réforme sur l'éducation nationale. On en parlera. On en parlera. Sur la fin du mois. Est-ce qu'on fait les études? Est-ce qu'on fait les études pour faire plaisir à nos parents? Ouais. Est-ce qu'on fait les études pour nous-mêmes? Ouais. Est-ce qu'on fait les études en fonction de nos capacités? C'est ça. Je me dis qu'en Côte d'Ivoire, les études sont trop générales. Oui, quand même. C'est trop général. Mais ça, est-ce que c'est pas un problème propre au secteur, ou sinon tu veux à l'éducation de manière globale? Parce que même en France, on a ce problème aussi quand même. Oui, mais je me dis que c'est trop général. Voilà. Donc, moi, je prends un exemple. Mon petit frère, il avait des difficultés dans le système général. Ouais. Mais on l'a orienté en secteur G, c'est en comptabilité. Est-ce que c'est ce que lui voulait? C'est ce qu'il voulait. Ouais. Il performe. En ce moment, il est dans une société, il est comptable là-bas, il est tout heureux. Oui, parce qu'il a une matière spécifique qui est la comptabilité, mais c'est plus axé sur la comptabilité. Donc déjà, il a commencé à utiliser le Cisco très rapidement et il a commencé à émerger. Lui qui était en difficulté dans le système général, au niveau du système G de la comptabilité, il a commencé à performer. C'est-à-dire qu'il était élève moyen, il est devenu brillant. Parce qu'il a choisi la bonne filière, qui lui plaît surtout. Il y a un proverbe qui dit tu mets un poisson sur un arbre, il ne peut pas grimper. Le poisson a son habitat naturel dans l'eau. Ouais, donc tu le mets sur un arbre, il ne peut pas grimper. Tu mets un lion dans l'eau, ça ne peut pas aller. Donc je me dis que le problème aujourd'hui de nos structures d'enseignement, de nos structures d'éducation, c'est trop général. Ça, c'est mon avis personnel. Mais je pense que l'expérience je pense que toi aussi, tu es professeur, tu es dans l'éducation. Tu vois un peu ce qui se fait ailleurs. Ouais, ça se voit. En fait, moi ce que je dis souvent, quand je regarde le système éducatif européen, surtout français dans lequel nous baignons, moi ce que je constate, c'est que le problème de l'orientation n'est pas que africain, c'est général, et même en France. Hein. Oui. Moi qui enseigne à la fac et dans les écoles de commerce, je peux te garantir que j'ai beaucoup d'étudiants qui sont dans des filières mais qui ne savent pas pourquoi ils y sont. Oui. Et en plus, il y a aussi la question qui se pose de l'après-étude.
Il y en a beaucoup qui font des études, ils ne savent même pas pourquoi ils le font, ils ne savent pas où ça va les mener. Et même parfois des études qui ne sont pas en adéquation avec. Moi, je pense que d'abord, on doit pouvoir. Le meilleur système, c'est de pouvoir repérer le potentiel des enfants. C'est-à-dire quoi? On sait qu'il y a l'enfant X, il y a l'enfant Y, il est bon en maths, il est bon ici, il est bon cela. Mais au-delà même de ça, il faut pouvoir repérer le potentiel de l'enfant. D'accord. Tu vois? Et après, il faut discuter avec l'enfant, il faut être pédagogue. Quand tu regardes un enfant, depuis qu'il est petit, quand tu l'observes, tu sais qu'est-ce qu'il veut. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas faire attention entre la passion de l'enfant et ce qui est vraiment utile pour lui plus tard? Non, il y a la passion et puis il y a la capacité. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Je peux te dire que l'homme est capable de se dépasser. Moi qui n'avais pas à résoudre une équation, j'ai dû travailler les samedis, comme je t'ai dit, les dimanches, d'arrache-pied pour me mettre à niveau. Mais quand parce que je reprenais mon cycle, c'est-à-dire que je décide d'aller à l'école d'ingénieur, je suis dans la même classe que ma petite sœur. C'est-à-dire qu'on est dans la même classe. Moi, je suis assis derrière, elle est assise devant. J'ai un ami, Alexis, bon, peut-être qu'il va voir la vidéo, je le salue au passage. On salue au passage, Alexis. C'est lui qui prenait son temps son samedi, les dimanches, pour m'enseigner. Et un autre ami, Karl. En fait, on avait un groupe d'amis qui passaient leur temps c'était un challenge pour me mettre à niveau. Eux, ils étaient lycée scientifique de Yamoussoukro, INPHB. Donc, quand ils sont arrivés, ils performaient. Donc, ils arrivent, moi, je dis, les gars, moi, je ne connais pas, je suis sous l'eau et tout ça. Peut-être que je vais tout laisser, tout abandonner. Et il y a mon ami Karl, il me dit, non, fais abandonner pourquoi? L'être humain est intelligent. C'est Karl qui dit ça. Oui, il est bien, ça c'est mon camarade. Oui, on est encore en contact. L'être humain est intelligent. Il faut pousser la réflexion, il faut pousser le cerveau. Et moi j'ai vu que plus c'est difficile, plus tu demandes. C'est comme le cerveau, c'est un muscle. Faut le travailler. Il faut lire, il faut apprendre, il faut s'exercer. Ouais. Et je pense que quand tu pousses, tu finis par comprendre. D'accord. Au début c'était difficile, mais après j'ai fait ma première année, ma deuxième année, ma troisième année, et puis tiens-toi bien. J'ai fait mes études d'ingénieur en langue roumaine. Pas en français, pas en anglais, en langue roumaine. Donc j'ai dû apprendre la langue, j'ai dû apprendre les codes de la société. Donc tu parles le roumain? Oui. Félicitations. Merci. Donc voilà quoi. Donc parcours atypique, je peux dire que je finis mes études d'ingénieur, je fais quelques expériences professionnelles, je me rends compte que c'est pas ce que je veux faire. J'ai toujours voulu être entrepreneur et en même temps faire la politique. Mais je ne savais pas mettre les mots sur ce que je voulais. Parce que j'ai fini... Comment tu identifies ça au bout d'un moment? C'est parce que tu t'es frotté à la question, au monde professionnel? Est-ce que c'est quoi? Oui, non, c'est-à-dire qu'on avait des stages obligatoires quand on finit à l'université de Plage. On est allé à Rome Pétrole, on a travaillé à Lukoil, c'est des entreprises pétrolières, mais tu vois que déjà quand tu y vas, tu sais, moi mes amis, tout ça, quand ils rentrent dans la raffinerie, ils étaient émerveillés, tout ça. Moi j'avais envie de sortir de là. J'étais là, j'arrive, j'avais envie de sortir de là. Et ce qui m'impressionnait, ce qui m'intriguait, c'est plutôt comment faire pour gagner de l'argent. Comment faire pour gagner de l'argent. Entrepreneur dans l'âme. Ouais, comment faire pour gagner de l'argent. Et je me surprenais à parler de politique toute la journée. Ben après, moi ça ne me surprend pas parce qu'au passage, tu es d'une famille qui est très politique. Oui. D'un père qui est très politique. Oui. Et d'ailleurs très connu, donc on salue au passage. Oui. Mais comment on fait pour switcher quand on est né d'une famille avec un nom comme le nom de ton père? Comment on fait pour porter un nom comme celui-là? Au début, je me cachais. Quand je dis je me cachais, parce que quand je disais Sam et tout ça, non, notre nom de famille c'est Sami Tiassé. C'est notre nom de famille. Mon père s'appelle Sami Tiassé, Jean-Baptiste. On le connaît, il a fait ses preuves dans l'administration, il a fait ses preuves dans toutes les structures qu'il a dirigées et autres. Donc quand tu vas en dire, mais tu es le fils d'un tel, tu es le fils d'un tel. Ça te met une pression quand même d'être le fils d'eux, non? Oui, quand même, parce que quand je rencontre les anciens camarades de classe de mon père, on dit, ton père il était majeur, ton père il était bien à l'ENA, ton père est formateur à l'ENA, ton père a dirigé la fédération ivoirienne de football, ton père est... Donc quand tu vois tout ça, ça te met une pression. Mais moi, lui il nous dit,
allez à votre rythme, travaillez, il n'y a que le travail qui paye, c'est ce qu'il nous dit, mais de faire ce qu'on aime. Surtout. De faire ce qu'on aime. Lui, quand il faisait les réunions et tout ça, moi j'étais petit, je me cachais derrière la porte pour écouter, j'étais là, j'étais en bas, j'essayais d'écouter, et quand il avait les journaux, parce que chaque matin, il avait une pile de journaux comme ça, et quand il finissait de lire, il déposait, moi je partais, je lisais et tout ça. Donc on avait une bibliothèque comme ça à la maison, donc je lisais des livres. Donc déjà, j'aurais dû comprendre que c'était vers là que je m'orientais. Tu as quand même été influencé par la vie de ton père, quoi. Moi j'ai été influencé par... Non, j'ai été beaucoup influencé par sa vie, par le fait que, parce que quand on est petit, on a toujours envie de ressembler à ses parents. Moi j'ai toujours eu envie de lui ressembler, parce que je suis très fier de lui. Mais j'ai été beaucoup influencé par mon tempérament, par ma mère. D'accord, donc tu tiens ton tempérament de ta mère et tu as été influencé par ton père. Bien sûr. Écoute, en tout cas, c'est une très bonne chose. Ouais. Et en tout cas, moi, je suis très impressionné souvent quand je vois les enfants des personnages publics qui deviennent aussi des personnages publics, que je me dis, mais comment il arrive à supporter tout ça et tout. Non, c'est difficile parce que souvent, les choix que tes parents font découlent sur vous. Ça vous impacte? Ça vous impacte. Parce que quand vous faites, moi, mon père me dit, moi je fais ma vie en fonction de mes convictions. Faites vos vies. Parce qu'on n'a pas la même vie. Ça c'est vrai. Faites vos choix. Je peux même faire un choix politique qui n'est pas, le même que le vôtre. D'ailleurs, ton père, il a un choix politique différent du tien. Bien sûr, mais je peux dire que ça découle de ma culture, on peut dire, européenne. Parce que moi, je suis venu en Europe très jeune. Donc, ce que j'ai vu, c'est le libéralisme. Ouais. J'ai vu la liberté de faire ce choix. Oui, non, j'ai vu même comme système le libéralisme. Genre le capitalisme, le libéralisme. Et j'ai baigné dans cet univers de... Ton père, il est plutôt de gauche, ton père? Il est de gauche. Ouais. Mais c'était l'époque. C'était l'époque. Pourquoi tu choisis pas d'être de gauche plutôt que de... Enfin, je sais pas, ton père est de gauche, parce que tu décides d'aller vers la droite. Qu'est-ce qui motive toi? Moi, j'aimerais bien savoir. Argument à l'appui, c'est pas... J'étais de droite, mais je suis devenu centriste. Je suis devenu centriste et très modéré. Très modéré. Non, je suis devenu centriste. Ça veut dire quoi? Être modéré, centriste en Côte d'Ivoire, ça signifie quoi exactement? Non, être centriste. Et modéré. Bon, non, en Côte d'Ivoire, l'idéologie gauche-droite, ça ne veut rien dire. Clairement, on est d'accord. Ça ne veut rien dire. Parce que tu as des partis qui se disent de droite, qui implémentent des politiques de gauche, et tu as des partis de gauche qui s'allient aux partis de droite. Donc un jeu de chaises musicales qui n'a quasiment strictement rien à voir avec les idéologies. En Côte d'Ivoire, l'idéologie politique, ça n'existe que de façade. Donc dans les faits, on a des partis politiques qui implémentent quasiment... Moi, je n'ai jamais vu... Tu prends le programme, par exemple, Vivre ensemble, du président Alassane Ouattara, quand il était candidat. Tu prenais le programme du président Gbagbo, tu comparais, c'était quasiment pareil. D'accord. Voilà. Donc, mais toi aujourd'hui, la situation politique en Côte d'Ivoire, quelle lecture tu fais de cette situation politique? De toute façon, c'est quelque chose qui te touche de manière directe ou indirecte, parce que tu es quand même un acteur avec des responsabilités dans un parti politique qu'on ne citera pas aujourd'hui. Oui. Quelle lecture toi tu fais de la situation politique en Côte d'Ivoire? Il y a deux lectures à faire. Je veux être optimiste, mais il y a quand même des faits. Je veux être optimiste dans le sens où je crois que la crise de 2010 nous a assez traumatisés pour pouvoir répéter les mêmes erreurs. Donc tu penses que là, on est en train de partir dans la même erreur ou ça se passe comment en Côte d'Ivoire? Non, je veux être optimiste. Parce que quand tu prends aujourd'hui l'enjeu majeur de l'élection 2025, c'est d'avoir une élection sans violence. Moi, je trouve ça souvent très... moi, je trouve ça parfois un peu... Moi, je pense que quand on parle de ça, on s'éloigne du vrai débat. Ah oui? C'est mon point de vue. C'est intéressant. Ouais, du vrai débat. Est-ce que le débat aujourd'hui, par rapport à la politique ivoirienne, ne serait pas de parler vraiment d'économie, de faire un point sur ce qui s'est passé? Non, je viens. Attends, je vois un peu. L'idéal,
serait de parler de perspectives, de développement d'idées et de programmes. C'est ce qui me paraît. Mais force est de constater qu'on a des formations politiques à 1 an de l'élection présidentielle. Je peux te dire que je suis acteur politique, je regarde, mais on n'a aucune formation politique qui a fait sortir aucun programme. Ça, c'est inquiétant, non? C'est très inquiétant. Il n'y a aucune formation, et même celle dans laquelle tu milites. À ce jour, on n'a pas de parti, on n'a pas de. Le PPAC, le PDCI, le RHDP, le MGC du docteur Simon Gbagbo, aucune formation politique. On a des objectifs comme des bullet points, on a des axes, mais on n'a pas de programme. Parce qu'aujourd'hui, en France, lorsque tu veux militer dans un parti politique, tu sais pourquoi tu vas militer dans ce parti politique. Parce que le programme du parti politique, le programme de gouvernement est sur le site du parti politique. Il est clair. Je rentre dans LFI, par exemple, la France Insoumise, parce qu'il milite pour ça, parce qu'il milite pour ça, parce qu'il milite pour ça, parce qu'il milite pour la retraite à 60 ans. Je rentre chez les macronistes ensemble. Parce que la retraite à 64 ans, parce qu'ils veulent supprimer ça, tu sais. Mais aujourd'hui, on demande à des jeunes ou à des personnes de s'engager en politique, alors qu'eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils le font. C'est un problème. Est-ce qu'il y a un problème de culture? Ça revient sur l'objet même de ce podcast. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de culture ou d'éducation qui se pose réellement en Côte d'Ivoire ou en Afrique? En Côte d'Ivoire, même en Afrique. Non, je suis désolé, parce que quand tu prends par exemple le Sénégal, parce que je dis culture, l'éducation, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de ces questions que tu viens d'énumérer, tu vois, par exemple, les programmes et tout, mais les gens, on a l'impression qu'il y a une vraie ferveur autour de ces élections. Malheureusement, le débat politique en Côte d'Ivoire, il faut le dire, est pauvre. Le débat politique est pauvre en idées. C'est-à-dire qu'on met en avant des leaders, on met en avant des partis politiques, mais très peu mettre en avant des idées. Si par exemple, je veux dire, je vois un frère X ou Y, je vois un frère par exemple, je lui dis, viens militer dans ma formation politique. Et il me demande, mais pourquoi? Mais automatiquement, tu es embêté. Parce que tu n'as pas un blueprint ou bien une charte de parti politique à montrer. Voilà notre programme, voilà notre programme. Et moi, c'est ma critique. C'est-à-dire qu'on peut être au sein du parti politique et émettre des critiques saines. Oui, moi, je veux que le débat politique soit riche en idées, par exemple, sur les perspectives économiques, sur les réformes au niveau de l'éducation nationale, sur les réformes au niveau de la santé. C'est cela, les réformes qui touchent la vie des populations. C'est sur ça qu'on doit s'attarder. Mais on s'attarde sur un débat de personnes. Regardez, un débat politique qui est pauvre en idées, on vire. Le débat politique tourne autour des personnes, des leaders charismatiques. Il devient communautaire. Et même très fanatique. Oui, il devient communautaire. Ouais. Parce que finalement, on ne s'intéresse plus trop aux idées, on s'intéresse à la personne qui dirige le parti ou au candidat. Si on s'intéresse aux personnes, on va s'identifier au candidat comment? Par ses valeurs. Bon, ok, par ses valeurs. Mais au-delà de ses valeurs, par sa région, par sa religion, par le fait qu'on le connaisse, par le fait qu'on a des amis. C'est même pas l'idée qu'on vote. En gros, oui, c'est dommage ça. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Ok, donc là, on va aller dans la seconde partie de ce podcast. Oui, mais aucun parti d'opposition n'a dressé un bilan critique envers le parti au pouvoir. Les critiques de l'opposition sont trop axées sur les personnes qui dirigent le pouvoir. Je ne sais pas si on se comprend. La gestion n'est pas... Donc tu estimes que même l'opposition ne fait pas son travail? Non, correctement. Pas assez. Parce qu'on devrait... Par exemple, il y a des questions qui sont clés. Il y a des questions qui sont panafricaines. La question du CFA. D'accord. Moi, je ne sais pas la position des différents acteurs concernant cette question. Est-ce que tel parti est pour le CFA? Est-ce que tel autre parti est pour le CFA? Je sais que le RHDP, à travers son président, a dit oui, le CFA c'est une bonne monnaie. Ouais. Il l'a dit et ça a le mérite d'être clair. Mais les partis de gauche en Côte d'Ivoire donnent plutôt l'impression qu'ils sont pas.
pour le CFA. Je prends les gens au mot. Dans la presse. Je prends les gens au mot. On a vu le PASTEF au Sénégal. Ils ont dit clairement ils sont contre le CFA. Avant même d'arriver au pouvoir. Ils arrivent au pouvoir, ils disent que oui, qu'ils veulent, on ne comprend plus rien. Parce que, on ne comprend plus rien. C'est pas parce que quand on n'est pas, au pouvoir, on n'a pas tous les éléments pour avoir un jugement éclairé. Ou on n'est pas réaliste. Ou on n'est pas réaliste, peut-être. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Même parce que entre ce qu'on dit quand on est au pouvoir et quand on arrive au pouvoir, il y a des réalités. C'est comme Marine Le Pen, par exemple, en France, qui dit souvent qu'elle est très dure avec l'immigration. Et moi, j'ai pour habitude de dire que, moi, c'est mon point de vue, après peut-être que je me trompe, je dis, même si elle arrive au pouvoir, elle ne fera pas grand-chose. Même sur l'immigration. Non, elle ne fera pas grand-chose dans la mesure où la France, on est membre de l'Union européenne. C'est ça. D'accord? Il y a des lois de l'Union européenne. Et généralement, les lois de l'Union européenne souvent priment sur les lois à cause de l'association. Giorgia Meloni, qui avait un programme plus dur que celui de Marine Le Pen, qui a dit oui, on ne va pas laisser les gens entrer, on va les laisser en mer et tout ça. Mais regardez ce qui se passe. Elle ne peut quasiment rien faire. Parce que il y a des dispositions, au niveau des droits de l'homme qu'elle ne peut pas elle ne peut pas mettre ses dispositions, elle ne peut pas contourner ses dispositions. En effet. C'est comme l'ancien Premier ministre britannique, Rishi Sunak. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont plus dans l'Union européenne, mais il avait signé un accord avec le Rwanda pour envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda. Mais ça a été, voilà, le projet a été abandonné. Elle a signé un contrat avec l'Albanie pour envoyer les demandeurs d'asile en Albanie. On verra bien. On verra bien ce qu'il y a, parce que les migrants, à travers les associations de lutte de migrants, vont saisir les tribunaux européens contre ces lois anti-immigration. Donc toi, tu penses qu'il y a un demande de réalisme? Il y a un autre discours. Quand les gens sont de l'opposition, il y a très peu de politiciens qui réalisent ce qu'ils ont dit dans l'opposition lorsqu'ils sont au pouvoir. Donc selon toi, le PASTEF fait un double discours aujourd'hui? Ils ont fait un double discours sur beaucoup de choses. Mais il y a une promesse. Et tu vas te faire allumer par les Sénégalais qui nous écoutent, parce que j'ai pas mal de Sénégalais sur ma page. Moi, j'ai écouté Ousmane Sonko depuis qu'il s'est élevé au niveau de la politique sénégalaise. C'est pas lui qui est au pouvoir, c'est vrai. Mais c'est son lieutenant Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye qui était secrétaire du PASTEF. Ouais, les deux étaient en prison. Mais j'ai écouté des choses. On a entendu des choses sur le CFA. Maintenant, vous ne pouvez pas nous dire que c'est une monnaie communautaire. Mais ils ont dit qu'ils allaient abandonner le CFA. Mais qu'ils soient clairs, qu'ils précisent. Mais par contre, à leur crédit, ils ont parlé de rupture. Aujourd'hui, ils ont demandé le départ de l'armée française, mais tout en expliquant que ce n'est pas une rupture totale avec la France, mais les soldats, la troupe française ne devrait pas se trouver au Sénégal. Est-ce que tu ne penses pas que eux, par exemple, parce que là on parle du Sénégal, est-ce que tu ne penses pas que le gouvernement sénégalais, à travers son leader emblématique, Ousmane Sonko, tu ne penses pas qu'ils sont plutôt dans une démarche méthodique, ça va se faire au fur et à mesure? Moi je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Ou tu penses que c'est un changement de discours? Non, il y a eu un double discours, mais ils essayent de se rattraper. Moi je les attends plus sur la question du CFA, parce qu'ils ont fait beaucoup de montagnes sur cette question. J'attends sur la question du CFA. Moi j'aime prendre les gens au mot. C'est que tu as dit que tu allais faire. Si c'est plus possible, tu viens, j'ai regardé selon les circonstances, en ce moment c'est pas possible. Ça a l'air, c'est franc. C'est sincère. C'est sincère. J'ai regardé, je ne peux pas faire ça pour l'instant. Moi j'aime ça. J'aime la clarté au niveau du débat politique. Bon, le Sénégal, on reviendra sur vous, on recevra certainement un officiel sénégalais à nouveau, qui peut-être qu'il viendra pour donner son point de vue sur ce que tu dis. Tu es ivoirien, on va parler de la politique ivoirienne. Revenons sur la Côte d'Ivoire. Donc, on ne sait pas ces questions-là. Est-ce que les gens sont d'accord pour l'éco? C'est la monnaie communautaire, les gens sont entendus pour la sortie du CFA. Est-ce qu'on élargit l'éco jusqu'au Nigeria? Est-ce qu'on va convaincre le Ghana d'abandonner le CEDI pour rejoindre la communauté? C'est toutes ces questions-là. La question monétaire est pas importante pour 2025 en Côte d'Ivoire. Non, mais il faut être clair. Parce que c'est des questions panafricaines, comme j'ai dit. Et on est dans une ère de rupture.
Donc il faut un changement de paradigme. Des changements de paradigme. Donc il faut régler cette question-là. Au moins, il faut se prononcer dessus. Et j'ai reçu, sans te couper, j'ai reçu dans ce podcast un Sénégalais qui est d'ailleurs un chercheur et qui est dans la politique plus ou moins sénégalaise. J'ai vu la vidéo. Et qui disait que pour lui, le Sénégal a carrément dans un changement de paradigme de manière très claire. Il a affirmé de manière très claire. Moi, quand je t'entends, j'ai l'impression que là, tu tapes un peu du sud du Sénégal. Non, je ne tape pas sur le Sénégal. Non, je ne tape pas sur le Sénégal. Attention, je suis très fier de ce qui se passe au Sénégal. Moi, j'aime le Sénégal et j'ai beaucoup d'amis sénégalais. Je suis très fier de ce qui se passe parce qu'ils ont une démocratie participative. Le peuple demande des comptes à leurs dirigeants. Ils sont pas est-ce que ça, nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut avoir ce même modèle-là? Il y a un problème en Côte d'Ivoire. Non, tout simplement parce qu'ils croient aux institutions. Il y a des institutions très fortes au Sénégal. Je prends l'exemple d'institutions fortes. Le président Macky Sall l'ex-président Macky Sall voulait reporter l'élection sénégalaise. Et il a entamé des consultations, mais la Cour suprême lui a dit non. Les juges lui ont dit non. Et l'élection s'est tenue à bonne date. À la date constitutionnelle. D'ailleurs, en parlant de date constitutionnelle, en Côte d'Ivoire, il y a un problème là, parce qu'il y a une partie de l'opposition qui demande qu'on prolonge le recensement. Je trouve qu'ils ont... Est-ce que ça n'impactera pas la date constitutionnelle pour les élections? Est-ce que l'opposition dont tu fais partie ne viendra pas demain dire que... Je trouve qu'ils ont raison, je m'explique. Qui a raison? Je trouve qu'ils ont raison, je m'explique. Parce que... Qui a raison? L'État? Moi, je suis, comme je dis là, moi je suis quelqu'un de véridique. C'est-à-dire, quand il faut taper sur le gouvernement, je le fais. Mais quand il faut leur donner du crédit, je suis complètement honnête. Je dis qu'il y a une commission électorale. Et certaines choses sont bien faites, d'autres sont très mal faites. Par exemple, vous ne pouvez pas attendre à chaque fois qu'il y a une élection pour faire l'enrôlement. Vous comprenez? Dans les textes, l'enrôlement doit se faire tous les ans. L'enrôlement des citoyens, c'est-à-dire l'ajout des personnes sur la liste électorale, doit se faire tous les ans. Ça peut se faire de façon très simple. C'est-à-dire que comme dans tous les pays du monde, c'est-à-dire qu'on attend quelqu'un à 18 ans, il fait un acte, une pièce d'identité, on l'ajoute directement sur la liste électorale en fonction du lieu d'habitation qu'il a donné avec sa carte d'identité. Il fait un passeport, on constate qu'il a 18 ans, on le met et qu'il est ivoirien, on le met sur la liste électorale. Maintenant, s'il veut changer de lieu de vote, il peut se rendre lors de l'enrôlement, changer de lieu de vote. C'est un peu ça. Donc, j'aimerais que ce soit très clair. Entre 2020 et 2024, il n'y a eu que 2 tours d'enrôlement, quelques semaines. C'est très insuffisant. Est-ce que ce n'est pas lié à une question de moyens financiers? Non, on ne peut pas parler de moyens parce que la CEI est financée chaque année dans le budget de l'État. On leur donne des moyens. CEI, c'est la commission électorale. La commission électorale indépendante est financée par l'État de Côte d'Ivoire. Il y a une ligne budgétaire dans le budget de l'État de Côte d'Ivoire qui est réservée à la CEI. Donc, loin de moi l'idée de demander des comptes à la CEI, mais je dis que quand quelque chose n'est pas bien fait, il faut dire que ce n'est pas bien fait. Maintenant, tu pourras recevoir des officiels de la CEI qui pourront te dire pourquoi ça ne se fait pas comme ça. Moi, je ne sais pas pourquoi ça ne se fait pas comme ça. Mais je me dis que selon ma conception, chaque année, il doit avoir un recensement et un ajout au niveau de la liste électorale. C'est-à-dire que ceux qui deviennent majeurs, les nouveaux majeurs, doivent être rajoutés. Ça permet parce que quand vous utilisez, par exemple, vous attendez en année électorale, vous prenez 3 semaines ou bien 1 mois pour enrôler 5 millions de personnes, c'est pas possible. En fait, ça vous donne trop de travail. Vous prenez le dernier recensement qui a eu lieu. La commission électorale indépendante attendait 5 millions de nouveaux inscrits. Non. Et tu sais combien de nouveaux inscrits ils ont eu? Ils ont eu 900 000. La dernière? Oui, 900 000. Donc tu vois qu'ils sont le gap est quand même énorme. Ils sont très en dessous. Mais toi, tu penses qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ça, par exemple? C'est ce que je dis, par exemple, chaque année, il faut un recensement. Il faut un recensement toute l'année. C'est-à-dire le recensement automatique. C'est-à-dire que, genre, tu as un enfant qui a 18 ans,
s'il fait sa carte d'identité, automatiquement il est sur la liste électorale s'il est ivoirien. D'accord? On l'ajoute. Parce que quand tu fais ta carte d'identité, tu dois mettre un lieu de résidence. En fonction de ce lieu de résidence, on lui met. Maintenant, si pour des raisons techniques, il doit changer de lieu de vote, eh ben, il va faire changer son lieu de vote parce que c'est ouvert toute l'année. Ou bien on ouvre un système pour le faire en ligne. Donc il y a vraiment un problème de recensement pour 2025. Bien sûr, parce qu'il y a des zones enclavées qui ont du mal à recevoir le matériel. Quand on voit, il y a des zones enclavées. Et aujourd'hui, souvent, il y a des... Comment ça alors, j'entends souvent la télévision, le gouvernement en place qui parle de croissance à 2 chiffres, 7%, 6%, enfin... et tu me dis qu'il y a des zones enclavées. C'est vrai que dans toutes les économies, il y a des zones enclavées. Par exemple, moi j'aimerais bien qu'on parle un peu de cette partie de la Côte d'Ivoire dans la perspective 2025 de l'économie. Apparemment, tous les signaux ont l'air d'être ouverts. On est plutôt au-dessus de la croissance. Au-dessus de la croissance, on est à des croissances 7%, 6%. On va parler d'économie, puisque tu veux bien. Vous savez, moi j'aime les chiffres, les bons bilans et tout ça. Et tous les signaux, à mon sens, ne sont pas ouverts. Ah bon? Parce que, on parle par exemple du taux de chômage qui est à 2%. Je veux bien croire en ces chiffres, parce que c'est les officiels qui ont donné ces chiffres. Mais, vous avez, le problème n'est pas l'emploi, mais c'est la précarité de l'emploi. Quel type d'emploi? C'est-à-dire? C'est la précarité de l'emploi. Quel type d'emploi? Tu pourras nous expliquer la précarité de l'emploi, c'est quoi? Parce que mais par exemple, je peux dire par exemple, docteur Martelly, j'ai eu un boulot à Djamé, on me paye au SMIC 70 000, 75 000. Le boulot consiste à travailler un peu à la gare, tout ça. C'est un job précaire. Si on casse la gare, je n'ai plus de boulot. Mais dans les statistiques, je travaille. En effet. Donc, je travaille pour combien? Le coût de la vie, c'est combien? Voilà le problème. La précarité de l'emploi est le problème. Deuxièmement, vous avez une économie qui repose sur les investissements étrangers. Voilà le problème de la Côte d'Ivoire. L'embellie, c'est qu'il y a des multinationales qui ont leur... il y a des multinationales qui ont leur siège ou qui ont leur... il y a des multinationales qui ont des sociétés ouvertes en Côte d'Ivoire qui font de gros chiffres. Donc, ça va au compte de l'économie. Parce que puisque l'économie repose sur l'investissement étranger. Vous avez une économie qui est dominée par les étrangers, par les multinationales étrangères. Les locaux possèdent 5% dans la part de l'économie. Les locaux? Oui, les Ivoiriens possèdent 5% de l'économie. 5%. Ouais, j'ai écouté dans un podcast le PDG de Bloomfield, quand on parlait qui est un acteur très dynamique. Je ne croyais pas moi-même. Mais il disait que les locaux font vraiment, les locaux, c'est-à-dire les Ivoiriens. Les Ivoiriens possèdent 5% de l'économie. Ça, c'est une question qui alors, ça dépend ça dépend de là où on se positionne. Est-ce que c'est important, c'est trop important ou c'est quelque chose que... Non, c'est très important parce que... Je vais prendre un exemple. Moi je connais quelqu'un qui a travaillé à la Bourse de Paris et qui me disait que lui, il avait constaté que le CAC 40, les 40 plus grandes cotations françaises étaient dominées par les étrangers. Quand tu prends par exemple les 40 plus grandes cotations boursières françaises, donc dans l'économie française, elles sont dominées par l'étranger. Apple, Microsoft. Ça n'a rien à voir, mais pourtant... La France a des PME dynamiques. Et la France est un pays, même si on parle de désindustrialisation, la France est un pays industrialisé. Est-ce qu'on se comprend? Le président français peut se payer le luxe d'arriver en Côte d'Ivoire avec des industriels de chaque secteur et ils vont signer des contrats. Ils dominent leur économie. Vous prenez LVMH, vous prenez Bolloré, les Français dominent leur économie. C'est vrai qu'ils sont... Il y a des champions nationaux. Oui, il y a des champions nationaux. Mais en Côte d'Ivoire, on commence à en avoir, non? Dans le domaine bancaire, on a quand même... Regarde, en France, sans effort, tu peux citer 30 milliardaires sans effort. D'accord? Il y a des familles qui ont des PME dynamiques, le roi Merlin, Auchan, Picard. Tu vois, je cite ça, pêle-mêle. Pinot, Bernard Arnault, dans la grande distribution, dans le luxe. Dans chaque domaine. Oui.
Mais dis-moi en Côte d'Ivoire, si je te dis, je te donne une feuille, je te donne 10 minutes, combien de milliardaires ou bien combien de champions nationaux tu peux me donner voilà. Tu vas me dire Jean-Louis Billon, SFK, moi j'ai une question. Diabou avec NCA. Bon alors, je prends le cas du Cameroun. D'accord. Le Cameroun, les Camerounais disent que leur économie, par exemple, est dirigée par les Camerounais. Donc ils en citent très souvent des acteurs que je n'ai pas forcément en tête. Ils disent que leur économie est dominée par des nationaux. Oui, ils ont quand même un pays qui est quand même pauvre. Donc comment tu expliques ça? La corruption. Donc la question, c'est pas forcément qui domine l'écononomie, c'est il y a une question. Non, tu me parlais de chiffres, tu me dis 5%, tout ça. À moyen terme, c'est un problème. Et moi, je suis d'accord avec M. Stan Zizé, le PDG Stan Zizé. Je suis d'accord avec lui. À moyen terme, c'est un problème. Parce que si on a un arrêt ou un ralentissement des investissements étrangers, mais votre économie stagne. Il n'y a pas de croissance. Parce que les piliers de votre économie, si ça repose sur les investissements étrangers, ça stagne. Et la tentation de ces multinationales, je ne leur fais pas un mauvais procès, hein, généralement, rapatrie les capitaux. Rapatrie les capitaux. Ils payent des impôts forfaitaires et ils rapatrient les capitaux. Mais imagine-toi, si toi, moi, ou un autre, on est milliardaire, toi tu es du centre. Moi, je suis du Sud. On paye nos impôts déjà en avant. On paye nos impôts en Côte d'Ivoire. Et on crée de la richesse pour faire vivre des familles, au-delà même des impôts. Parce que ce qui fait la richesse d'un pays, c'est dans une économie, c'est la capacité de cette économie-là à récolter. Oui, en fait, si je suis, par exemple, moi je suis par exemple du Sud, de la Côte d'Ivoire. Mon père est de Grand Bassam, ma mère est d'Agoville. Mais regardez, si je deviens milliardaire, j'aspire à le devenir. Je deviens milliardaire et par exemple, j'ai ma femme, on a nos enfants. On va pouvoir aider, on sait comment ça se passe en Afrique. Je suis riche, je construis ma maison, ma femme construit sa maison, elle aide sa famille, moi j'aide ma famille. Je commence à mettre une sorte d'économie circulaire familiale en place. C'est-à-dire qu'il y a un ruissellement de l'économie. J'aide l'argent, j'aide mon village, j'aide ma ville, je finance des projets, je finance des jeunes, j'aide les gens parce que je vis là. C'est vrai que je passe le plus clair de mon temps en Côte d'Ivoire. Je passe ma vie en Côte d'Ivoire. J'ai mes entreprises là, mes enfants grandissent là, je paye des impôts là. Mais au-delà même des impôts, je pose des actions pour développer la société. Parce que c'est mon pays. Voilà ce qui se passe. Parce que c'est mon pays. Donc quand il y a des nationaux qui sont riches, qui dominent leur activité, qui dominent leur économie, c'est très positif. Parce qu'au-delà même des impôts que ces sociétés-là qui payent, mais la majorité de l'argent de ces nationaux-là sera dépensé dans le pays encore. En effet, parce qu'ils passent après avec les impôts, voilà. L'État récolte plus. L'État récolte des impôts, mais il y a un ruissellement même sur d'autres entrepreneurs, d'autres activités. Par exemple, si je scolarise mon enfant là, si je paye une maison, si je paye une voiture, bon, voilà. D'accord. Et là, revenons sur le bilan, parce que j'espère qu'on va recevoir un membre du RHDP. J'espère. Non, moi je mais on revient sur le bilan économique, parce qu'ils en parlent souvent. Leur bilan économique est très positif. Il ne faut pas être... Très positif. Non, est très positif. Alors, s'il est très positif, alors pourquoi tu... Non, le bilan est très positif, je m'explique. Ok. Le bilan est positif parce qu'on était en 2011 à 54% de taux de pauvreté. Très positif, alors 54%, non, j'ai dit bilan économique. On parle de l'économie. Si on se base sur l'économie, une société, il y a plusieurs secteurs. Il est positif. Bon, pas très positif. Bon, très positif. Très positif, mais il y a quand même tu dis très positif, mais il y a quand même le président du parti, un des partis d'opposition de Côte d'Ivoire, qui estime quand même qu'en matière d'IDH, il y a de quoi faire. Justement, voilà pourquoi tu me dis que c'est très positif. Comment est-ce qu'on doit quand même... Et toi, tu es de l'opposition, hein, Non. Pourtant, il y a quand même le président d'un parti politique de l'opposition qui dit que très positif, non, parce qu'il y a quand même des éléments qui sont pas... pour lesquels on n'a pas d'acquis. Écoute,
Quand je dis positif, dans la mesure où, au niveau des infrastructures, soyons honnêtes, les infrastructures ont été améliorées. Moi, j'étais à Abidjan récemment. Il y a de nouvelles routes, il y a des ponts, la route précède le développement et il y a un investissement massif étranger qui vient. Au niveau de l'indice de développement humain, oui, je suis d'accord avec le président de ce parti-là, il y a à faire. Positif ne veut pas dire parfait, ne veut pas dire adéquat. Il ne faut pas aussi qu'on rentre dans l'opposition pour s'opposer à tout. Non. Moi, je te dis, je suis quelqu'un de pragmatique. Quand quelque chose est bien fait, j'ai l'honnêteté de dire qu'il y a eu une amélioration. Mais il y a beaucoup à faire en termes de lutte contre la corruption. Bon, là, mon problème, parce que moi, mon cheval de bataille, c'est la corruption. Parce que, regardez, l'ONG Transparency a donné 2 points à la Côte d'Ivoire entre 2022 et 2023. Mais ce n'est pas un secret de polichinelle. La Côte d'Ivoire a été ajoutée sur la liste grise des GAFI, blanchiment de capitaux et lutte contre le terrorisme. C'est très mauvais. Oui, ça montre qu'il y a quand même une forme il y a de l'argent qui circule là. Qui circule voilà, de façon illégale. On ne peut pas ajouter la Côte d'Ivoire sur cette liste-là. Voilà moi mon problème. Mon problème, je me dis que, parce que selon moi, mon idéologie, peut-être que j'aurai l'occasion d'écrire un livre, mon idéologie c'est que le mal qui gangrène les pays africains, c'est la corruption. Et la Côte d'Ivoire ne fait pas exception. C'est vrai que le gouvernement essaye. Il y a un ministère, je crois, de lutte contre la corruption, mais ce n'est pas suffisant. Je trouve que ce n'est pas suffisant. Si on nous a ajouté sur la liste du GAFI, c'est pour une raison. Et je pense qu'il y a une forme de raquette qui existe au niveau même du transport. Je pense que tu as vécu à Abidjan. Comment tu es dans une gare de taxis communaux qu'on appelle communément les Woro ou les Baka, des individus arrivent, exigent de l'argent aux chauffeurs. Ils disent qu'ils sont du syndicat. Syndicat de quoi? Ce qu'on appelle les Nyambro. Syndicat de quoi? Ça, c'est du racket qui est vu de tous, qui est su de tous. Et pourquoi on ne les arrête pas? C'est du racket. Pourquoi on permet à des individus qui ne possèdent pas de véhicule de prélever des taxes sur des chauffeurs de taxi qui eux-mêmes payent des patentes et des taxes à l'État? C'est pas normal. Moi, c'est là où se situe mon problème. Il y a un problème au niveau de l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a des produits de grande consommation qui sont tellement insuffisants en Côte d'Ivoire qu'on est obligé de les importer. 600 milliards pour le poisson, si je ne m'abuse, 400 milliards pour le riz, que la Côte d'Ivoire dépense chaque année selon Sika Finance. D'accord? La Côte d'Ivoire possède des terres arables, capables. C'est-à-dire que ces terres-là sont suffisamment riches et suffisamment grandes pour nous permettre de mettre en place une politique agricole d'autosuffisance. On doit demander au RHDP, vous avez eu 3 mandats, pourquoi on n'est pas encore autosuffisant? Voilà. D'accord. Pourquoi les planteurs de Côte d'Ivoire ne bénéficient pas assez, vu qu'on est premier pays producteur de cacao? Pourquoi les producteurs sont encore dans la pauvreté ou dans la précarité? Ça, c'est des questions qui s'interrogent. Quand même, le prix du kilo de cacao a quand même augmenté, c'est bien. 1700, mais ça ne résout pas le problème. C'est suffisant. On doit donner 60% du prix CAF aux paysans. Parce que c'est leur labeur, c'est leur champ, c'est leur vie. Mais vous voyez que dans le trade du cacao, et j'ai suivi un rapport, je ne me souviens pas bien du rapport, je vais le citer. Sur 100 milliards de dollars, il n'y a que 2 à 3% qui revient aux planteurs. Tu sais, l'argent du cacao est comment je veux dire ça? Ceux qui bénéficient de l'argent du cacao, ce n'est pas les planteurs, c'est les exportateurs. C'est certains acteurs. Non, c'est certains acteurs. C'est effectivement les négociants. Et moi, aujourd'hui, je me dis qu'il y a mieux à faire. Quand par exemple la tendance est haussière au niveau du marché international et que on nous dit que mais on a déjà signé des accords pour vendre à un prix défini, à un prix garanti en cas de crise, mais je me dis que c'est une erreur. Parce qu'avec le réchauffement climatique, avec le fait que les fèves deviennent encore plus rares, il est clair que
la tendance sera haussière sur les 3, 4, voire 5 prochaines années. Donc pourtant, il y a vraiment il y a une politique agricole qui doit être mise en place, qui n'a pas été excellente. Et d'un point de vue éducatif, aussi tu parlais tout à l'heure de oui, d'un point de vue éducatif, aujourd'hui, le gouvernement se rend compte qu'il y a un problème avec la FESI. Mais... la FESI, c'est pas le problème central de l'éducation nationale. Justement, j'en venais. La FESI n'est que... Donc il y a la fédération estudiantine de Côte d'Ivoire. La FESI est la résultante de tous ces problèmes-là. D'accord? Parce que la FESI est une institution qui a été alimentée par tous les partis politiques. Aujourd'hui, quand même, ils sont quand même assez discrets par rapport à des années où on a connu quand même une fédération estudiantine ivoirienne qui était assez virulente et très présente, surtout même dans l'arène politique. Mais ils sont là. La FESI a été de tous les combats politiques. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, on dit qu'ils sont suspendus. Ils ont cassé leur siège. Mais je me pose des questions. Parce que si leur siège, il était illégal de construire un siège sur le campus, mais les autorités de Côte d'Ivoire, le ministre de l'enseignement supérieur a pris part à la pose de la première pierre de leur siège et il leur a donné de l'argent. C'est télévisé, je ne m'invente rien. C'est télévisé, les images sont passées sur la RTI. Donc alors, si le ministre a approuvé, a adoubé la construction de ce siège, pourquoi on casse le siège? Moi, c'est ma question. Voilà pourquoi je dis qu'il y a beaucoup à faire. Et au niveau de l'enseignement supérieur, mais une année universitaire ne se déroule pas normalement en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr. Parce que les années universitaires, ça rame. Il y a tellement de challenges au niveau de l'éducation nationale que on peut en parler toute la journée. Pour toi, tu penses qu'est-ce qu'il faudrait faire pour répondre à la question qui est liée au chômage des jeunes et des étudiants en Côte d'Ivoire? Le chômage des jeunes, comme j'ai dit, tu vas rigoler parce que j'en parlais à ma femme. Je disais qu'il y a des filières qui ne répondent pas non, tu vas ouvrir une filière d'anthropologie à l'université Félix Houphouët-Boigny. Tout le monde ne fait pas anthropologie, il y en a qui font d'autres filières qui sont au chômage. Je te dis criminologie. Oui, mais ça sert à quoi? Criminologie, je ne sais pas, mais en dehors de ces filières dont tu parles, d'autres filières, par exemple finance, gestion, économie, ce que tu veux, marketing, tout ça, qui existent. Mais ces personnes qui font de ces filières sont quand même au chômage. Toi, tu penses comment est-ce qu'il faudrait répondre à cette question? Regarde. Surtout la question du chômage d'emploi. Tout est une question d'orientation. Les gens ont pensé que ça répond à ce que je disais. S'il y avait des champions nationaux, qu'il y avait des entreprises privées qui pouvaient absorber ces jeunes-là. Donc le rôle de l'État, ce n'est pas de créer de l'emploi. Le rôle de l'État, c'est de créer le cadre pour que le secteur privé puisse s'exprimer. C'est-à-dire quoi? Une fiscalité plus tolérante, moins de taxes, par exemple. Pour les entreprises qui prennent les jeunes étudiants, tu veux dire? Bien sûr, moins de taxes. C'est fait. Par exemple, en France, par exemple, et en Europe, dans certaines écoles, dans certains pays, on a le système de l'alternance et de la bien sûr, voilà, j'en parlais il n'y a pas très longtemps et je disais, est-ce que ce n'est pas une question qu'il faudrait mettre sur la table des députés pour voter des lois qui permettraient aux entreprises d'employer des jeunes, par exemple? Ça, c'est une piste. Et en contrepartie, justement, ça, c'est une piste. Et ça, c'est un débat d'idées. Toi et moi, on entend d'avoir un débat d'idées très profond. Mais par exemple, quand on dit non... Est-ce que cette question, par exemple, moi, ça me ramène à une autre question. Oui. Est-ce que cette question ne nous ramène pas au choix des députés en Côte d'Ivoire? Le choix des députés, malheureusement, on est dans une démocratie. Quelqu'un se présente, les gens le votent. Tu ne peux pas dire non, ils ont fait un mauvais choix. Mais ces députés-là, on doit pouvoir leur demander des comptes. Bah oui. On doit pouvoir leur demander des comptes. Combien de projets de loi, combien de députés mettre des projets de loi sur la table? Je peux te compter le nombre de députés qui mettent des projets de loi. C'est-à-dire que les projets arrivent du gouvernement et ils votent. Voilà ce qui se passe. Mais est-ce que tu as déjà assisté à un débat parlementaire? J'ai vite fait regardé un peu à la télé, mais regardez, les projets arrivent et ils votent. Le gouvernement envoie et ils votent. Mais regardez, combien de députés ont été à l'initiative des lois? Très peu. Extrêmement très peu. Alors qu'il y a à faire.
il y a à faire. Ils sont nommés ils ont voté pour voter des lois, faire des propositions pour améliorer le quotidien. Est-ce que tu ne penses pas que le problème comme tu disais, de la Côte d'Ivoire, de l'économie ou du fonctionnement de la Côte d'Ivoire ou de certains pays africains est plutôt structurel? Oui, parce qu'on a des institutions redondantes. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un Sénat. Et ça, je le dis, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un Sénat. C'est de l'argent qu'on gaspille. D'accord? La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un Sénat. Et quelle institution dans la Côte d'Ivoire n'a pas besoin à ton avis? La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un Sénat. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de la chambre économique et... comment on appelle ça maintenant? Les conseillers économiques et sociaux. La chambre économique et sociale, la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin, selon moi, de la grande médiature. Mais c'est des institutions budgétivores qui ne servent à rien. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que le Sénat a fait. Vous prenez une élection de Sénat. En France, le Sénat est à l'Assemblée nationale. Mais parce que les députés travaillent. Il faut les amener peut-être à travailler, non? Mais pour les amener à travailler, il faut qu'ils soient aux initiatives des lois. Souvent, on aime accuser le président. Ce n'est pas le président. Combien de députés sont venus avec des lois à l'Assemblée nationale? La dernière loi, il y a un député qui va être à l'initiative d'une loi. Moi, j'ai salué. Le député a salué Thiemoko. Il va être à l'initiative d'une loi. Par exemple, il a parlé, je l'ai suivi sur un panel TikTok, où il disait que il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas que prendre la nationalité française ou prendre la nationalité d'un autre pays leur fait perdre de facto la nationalité ivoirienne. On n'a pas la double nationalité n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une bonne information qu'on ne savait pas. La double nationalité n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. C'est toléré, mais en réalité, dans les faits, la double nationalité n'existe pas en Côte d'Ivoire. Je demande aux gens de prendre la bonne information. La double nationalité n'existe pas. Si tu te lèves et que tu prends la nationalité française ou américaine, tu perds de facto la nationalité ivoirienne. Et c'est vrai que ce n'est pas appliqué. On n'a qu'à être réaliste. Parce qu'il y a des hommes politiques qui ont quand même la double nationalité en Côte d'Ivoire. Oui, mais ce n'est pas appliqué. Mais imagine-toi, la politique, là, c'est la saine appréciation des réalités. Imagine-toi si quelqu'un de mesquin, vicieux, décide d'éliminer son adversaire politique pour dire, ah tiens, toi tu as pris la nationalité étrangère, tu as pris la nationalité. J'imagine pas le débat. On a eu ce problème-là il y a 20 ans. Mais, oui, mais justement, les crises qui sont consécutives à la Côte d'Ivoire ont été du fait qu'on a voulu exclure un individu. Et surtout parce que aussi on a eu une crise d'institution aussi en Côte d'Ivoire. Mais oui, bien sûr, parce que regarde par exemple, je te dresse le tableau de ces 30 dernières décennies. Comment les crises se sont passées. Et tu vas voir pourquoi les populations se désintéressent de la question politique. Pourquoi? Parce que les populations sont traumatisées. 95, le président Henri Konan Bédié feu le président Henri Konan Bédié devient président. Bon, il est devenu président après Houphouët-Boigny, mais il y a eu l'élection de 95. D'accord? Et à cette élection, il y a eu 30 morts. Les gens ne savent pas, il y a eu 30 morts. À l'élection 2000, qui a vu l'élection du président Laurent Gbagbo, il y a eu 300 morts. D'accord? Là, on est en train de monter. Là. Mais le summum même de la violence politique, c'est l'élection qui a traumatisé. Celle de 2010. Celle de 2010, 3000 morts. Et encore, c'est ce qu'on nous dit. 3000 morts, l'élection de 2020. Désobéissance civile, les machins, tout ça, 87 morts. D'accord? Donc quand vous dressez ce bilan-là, pas étonnant que les gens ont peur de la politique. Moi, quand j'ai dit... Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi pour que les gens soient conscients de ce qui se passe et qu'ils prennent leurs responsabilités? Non, il faut pouvoir éduquer les gens. Pour dire, comment? Ce n'est pas la politique qui tue les gens, ce n'est pas la politique qui détruit les gens. C'est les acteurs politiques, à cause de leurs idées, à cause qui utilisent, certains sont malsains. Je ne peux pas dire que tous les à partir de cette réflexion, toi, 2025 pour toi, c'est quoi? Plutôt positif, plutôt pessimiste? J'attends de voir. Je ne peux pas verser dans un optimisme naïf. J'attends de voir. Parce que quand tu es un observateur de la vie politique, moi je suis analyste de la vie politique, je ne vois pas de programme qui est mis sur la table. Il y a certains acteurs qui sont déjà exclus. La loi exclut certains acteurs de facto. Par exemple, il y a le président, il y a l'ancien Premier ministre Guillaume Soro qui a été condamné. Donc, il est exclu de l'élection. À moins qu'il bénéficie d'une amnistie. Il y a le président du COGEP, Charles Blé Goudé,
qui lui aussi est exclu de la liste électorale, donc du jeu électoral. Et encore, le président Laurent Gbagbo, qui est exclu de la liste électorale du jeu, il est inéligible parce qu'il a une condamnation qui pèse sur lui. La seule façon de régler ce problème-là, c'est de prendre une loi d'amnistie et c'est le président Alassane Ouattara qui peut le faire. C'est ton souhait. Je me dis qu'une élection doit être inclusive. Il y a eu des choix. Même si on a commis des erreurs, même si on a commis des fautes ou on est sous des sanctions judiciaires, pour toi, il faut faire ta brasse de tout ça. Tout le monde doit être candidat dans le contexte de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il serait mal vu que le président, par exemple, Ouattara soit candidat et que les autres ne soient pas candidats. Pour moi, le président Ouattara a le droit d'être candidat. Il a le droit. Pour toi? Non, pour moi, il a le droit. Donc pour toi, non, moi j'ai fait le droit. On nous a expliqué que c'est une nouvelle constitution et que c'est son premier mandat de la nouvelle constitution. Toi, tu es d'accord avec ça? Oui et non. Quand je dis oui et non, parce que il est spécifié par exemple dans la constitution de certains pays que tout individu a le droit de faire 2 mandats. Par exemple, dans la nouvelle constitution du Gabon, c'est-à-dire on dit quelle que soit la législature, quelles que soient les circonstances, un individu ne peut faire que 2 mandats. Je pense que c'est le cas aussi au Ghana et c'est aussi le cas au Sénégal. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas spécifié. Donc ça laisse à interprétation. Est-ce que je suis d'accord? Moi, je suis pour le renouveau de la classe politique. C'est une très bonne question parce que j'ai reçu un invité ici qui me disait que pour lui, il faut carrément un renouveau de la classe politique en Côte d'Ivoire. L'élection de Bassirou Diomaye Faye était l'ancienne génération. Les Macky Sall. Mais en Côte d'Ivoire. Et tout ça. Non, je me dis que moi, je milite pour ce que de plus en plus de jeunes s'intéressent à la politique. Je dis aux jeunes que je rencontre. Le renouveau de la classe politique dont tu parles aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est plutôt une utopie en Côte d'Ivoire? Non, c'est pas une utopie, ça commence à venir. Vous prenez des jeunes tu prends un jeune comme Kevin Mian. Il a commencé, moi je ne le connais pas personnellement, je le suis sur les réseaux sociaux. Il a un mouvement politique, il est acteur de la politique. Tu prends un jeune comme Ibrahim Zigui qui a des positions tranchées. Moi, à mon niveau, je suis là, je donne mon avis via un média indépendant qu'on a créé. On donne notre avis. On donne notre avis sur plusieurs choses. Il y a des jeunes comme ça qui s'expriment sur la politique. Mais le PDCI, par exemple, que un parti d'opposition Côte d'Ivoire, voit en Tidjane une forme de renouveau de sa génération. Quelle interprétation tu fais? Je dis que le président Thiam apporte une air fraîche à un parti qui était géré de façon gérontocratique. Gérontocratique, c'est-à-dire que les aînés ont le pouvoir. Et dans ce contexte gérontocratique, le président Thiam apparaît comme jeune. C'est vrai qu'il a 60 ans, mais... Est-ce qu'on ne serait pas sûr de l'ancien mais réchauffé? Non, c'est pas l'ancien réchauffé. Le président Thiam a à son crédit le fait qu'il n'ait pas participé à la vie politique. Il y a des personnes au sein de son parti qui le lui reprochent d'ailleurs cette position. C'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse. D'accord? Parce qu'il est à la tête d'un parti, c'est un appareil. C'est-à-dire que c'est une équipe. C'est pas une faiblesse, non. Je trouve que ce n'est pas une faiblesse. Et il est capable, je pense, à mon humble avis. Non, le lui reproche là carrément. Et j'ai vu qu'il y a l'ancien ministre et l'homme d'affaires ivoirien Jean-Louis Billon qui. Moi, j'ai énormément de respect et d'amour pour le président Billon parce que c'est une icône. Moi, je suis entrepreneur. Tu ne peux pas être entrepreneur en Côte d'Ivoire et ne pas respecter ce que la famille Billon représente. On parle tout de même de la famille qui est deuxième employeur de l'État de Côte d'Ivoire. Après l'État de Côte d'Ivoire, c'est la famille Billon, à travers SIFCA. Oui, mais ça n'excuse pas sa position. Non, c'est pas une histoire de m'excuser. Alors, j'ai dit, moi, je ne donne pas mon point de vue. Hein. Moi, je pose juste la question pour savoir ton point de vue. Alors, je ne vais pas t'embêter là-dessus. Non. Moi, je suis quelqu'un de... Je peux répondre. C'est-à-dire que les oppositions sont toujours bonnes dans les partis politiques.
ça permet de prouver la vitalité des partis politiques. En effet, le différent entre le président Thiam et le président Bion, pour moi, j'espère, je croise les doigts, que ces différends se règlent autour d'une table de négociation. C'est mon souhait. Ça, c'est mon souhait personnel. Parce que c'est deux icônes du parti, et ces deux icônes-là ont quelque chose à s'apporter l'un à l'autre. Donc, imaginez-vous un Jean-Louis Billon avec le président Thiam sur un ticket. Ça, c'est un rêve, ça, c'est mon rêve le plus fou. Imaginez-vous un ticket Thiam-Billon pour la conquête de l'État de Côte d'Ivoire. Comme on pourrait imaginer un ticket Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, en François, ou Laurent Gbagbo, Afin Guessan, ou Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, enfin, ou Laurent Gbagbo. Mais oui, mais tout est possible, comme je t'ai dit. En début du podcast, je t'ai dit que l'idéologie politique en Côte d'Ivoire était fausse. Je suis de gauche, je suis de droite, les gens s'allient en fonction de leur intérêt. D'accord? Et j'aimerais dire une chose. Donc, revenons au président Bion et au président Thiam. Moi, je suis pour l'unité des partis politiques. Trop de partis politiques ont volé en éclat à cause des problèmes de personnes. Des problèmes de personnes. Il faut une compétition saine. Et moi, je pense que la dynamique est avec le président Thiam. Parce qu'il est venu et il a commencé une série d'actions. Il a dit, on va faire la politique autrement. Moi, j'ai apprécié le discours. On va faire la politique d'idées. On va faire la politique non violente. Et moi, depuis mon engagement politique, c'est ce que je prône. Une politique il a quand même été très silencieux toutes ces années. Et Jean-Louis Billon, il mettait ça justement en avant, le fait qu'il n'a pas été non, acteur. Je pense que Jean-Louis Billon a quand même été acteur, parce que moi j'ai déjà suivi des podcasts ou des interviews de lui. Non, personne ne dit. Non. Moi j'ai dit que je respecte ce que le président Billon a fait comme parcours. Mais il est c'est à la convention du PDCI. On va se dire la vérité, en vrai. C'est à la convention du PDCI de choisir son candidat. Non, on va se dire la vérité de toi. Oui. Jean-Louis Billon, acteur du PDCI depuis des années, même l'autre, Thiam qui n'était pas présent, etc. Et que j'aime beaucoup, d'ailleurs que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup le personnage, le parcours académique et professionnel du personnage. Jean-Louis Billon aussi qui a quand même un parcours qui n'est pas des moindres. Je suis d'accord. Mais quand tu prends d'un point de vue politique, le parcours politique de Jean-Louis Billon est quand même assez signifiant, non, par rapport à celui de... Effectivement. Donc ça compte pas quand tu sais. Non, pas politique. Qu'est-ce qui a pu, selon toi, après je vais rentrer dans ce sujet, qu'est-ce qui a pu faire la différence pour que les partisans ou sympathisants du PDCI aient donné leur bénédiction au président Thiam? Vous savez, la politique est la saine appréciation des réalités. Le président Thiam est, on peut dire, l'alter ego du président Ouattara. Ah ouais? Je veux bien comprendre. L'alter ego, pourquoi? Pendant longtemps, les militants du RDR ont présenté le président Ouattara comme un banquier qui a fait ses preuves au niveau international et tout ça. Et ça, c'est vrai, parce que le président Ouattara, que les gens le veuillent ou non, c'est quelqu'un qui est très respecté sur la scène internationale. Il a fait ses preuves au FMI et il a eu un brillant parcours. Ça, c'est une réalité. Prends le président Thiam, il a fait ses preuves. Il est polytechnicien, il est ingénieur. Il est polytechnicien. Et aussi, il s'est à la tête d'une institution où aucun noir, ni aucun africain. C'est le Crédit Suisse. Il a été directeur du Crédit Suisse. Et ça compte. Pour vous, ça Non, je dis ça compte. Et il y a une autre chose aussi. Et malheureusement, nous sommes en Côte d'Ivoire. Le président Thiam est de la famille du président Félix Houphouët-Boigny. Ça lui donne une certaine légitimité au sein du PDCI. Qui est un parti qui a été fondé par le président Félix Houphouët-Boigny. Ça lui donne une légitimité. D'accord? Il arrive en Côte d'Ivoire, il se rend à Yamoussoukro. Tous les chefs, toutes les têtes couronnées de Yamoussoukro viennent l'accueillir. Leur fils est là. D'accord? Et ça veut, malheureusement, comme je dis, toi et moi, on aimerait que le débat se passe sur l'IDH, sur les idées, tout ça. C'est pas ce qui est fait. C'est pas ce qui est fait, d'ailleurs. C'est pas ce qui est fait. Donc lui, il peut revendiquer un certain bastion dans le V-Baouli. Ouais. Ça compte. Il peut revendiquer un bastion dans le V-Baouli. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas la politique idéale. Moi, je me bats pour une politique d'idées, mais c'est ce qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Et le PDCI se dit qu'ils veulent récupérer le pouvoir en 2025.
Ils veulent être altruistes, ils veulent présenter un candidat qui est capable de rivaliser avec le RHDP en tout point. D'accord? Et ils voient au président, tiens, un renouveau, quelqu'un qui peut apporter quelque chose de plus. Donc il vient aussi avec un discours contraire à ce qu'on voit. Il a dit, bon les gars, n'insultez personne, on fait la politique autrement et tout ça. Donc le fait de faire cette politique autrement là a plu aux militants et je pense que c'est aux militants de choisir leur candidat. Donc ils ont fait leur choix. Non, ils ont fait leur choix. Qu'on respecte d'ailleurs. La dynamique est avec lui. Oui, en effet. C'est clair que lorsque vous essayez de conquérir le pouvoir d'État ou bien vous faites quelque chose, il y aura des frustrations. Mais comment on fait pour gérer ces frustrations? J'estime que Jean-Luc Bion est frustré. Ne répondez pas à la question. On passera je vous titille un peu. Non. C'est la vie de répondre, bien évidemment. Non, je ne sais pas s'il est frustré ou pas, mais il a fait part de son... lors de son interview, il a donné son ressenti. D'accord? Il a donné son ressenti. J'ai vu un homme plutôt bien, droit dans ses bottes, mais il a sa position. Mais je tiens à rappeler aussi pour tes téléspectateurs que même du temps du président Félix Houphouët-Boigny, ce n'est pas un élément nouveau au PDCI-RDA. Je fais un saut dans le temps. 1959, Houphouët-Boigny est en France. D'accord? Le parti est quasiment géré par... le parti est géré et des intellectuels, dont Moquet, refusent la suprématie de Félix Houphouët-Boigny sur le PDCI-RDA. D'accord? Il est contesté. Après, Houphouët va finir par s'imposer. Mais je veux dire que ce n'est pas nouveau. Le président Henri Konan Bédié. Est-ce que vous savez que le président Henri Konan Bédié est parti à la convention contre Didier Madi et contre Kakabe? Il les a battus. Donc déjà, il y avait, même du temps du président Bédié, il y a déjà, au PDCI, les gens n'ont pas idée, mais c'est un parti assez démocratique. En tout cas, le PDCI est très démocratique. Comparé aux autres partis, tu penses? Oui, parce que les opinions diverses s'expriment. Du temps du président Félix Houphouët-Boigny, il y avait un jeune qui a envoyé un courant qu'on appelait les réformateurs. Vous savez qui est ce jeune-là? Qui est maintenant le doyen Noël Akossi Benjo. Je parle du temps de Fouet. Ils avaient envoyé un courant de réformateurs. Les jeunes s'exprimaient et le président Houphouët les recevait. C'est-à-dire que le PDCI est un parti conservateur, oui, mais il y a une certaine démocratie interne qui est, comment je peux dire ça, qui est exercée. D'accord? C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, mais au moins les gens s'expriment dans le parti. Est-ce que tu pourrais imaginer, si je ne t'avais pas dit, est-ce que tu pourrais imaginer que le président Bédié est parti à la convention contre Kakabe, oui. Et puis le professeur Alphonse Didier Madi? Je pense que c'était en 2015, je crois, si je me trompe. Je crois l'avoir vu passer dans l'actualité. D'accord. Donc Bédié a été challengé. Même quand il y a eu le coup d'État, il y a eu des présidents intérimaires. D'accord. Et certains partis politiques, les gens n'arrivent pas à tellement s'exprimer dans ces partis politiques. Le PDCI, les gens s'expriment, il y a des organes. Le PDCI a 78 ans. 78 ans. C'est le parti le plus vieux en Côte d'Ivoire. Le parti a des institutions. Le parti a tangué. Le bateau PDCI a tangué, mais le bateau PDCI a résisté. C'est un parti résilient. Donc, je peux dire que moi, j'espère que tout ce qui va se passer au niveau du PDCI, que ce soit avec le président avec le ministre Jean-Luc Bion, que tout se finisse bien. Peut-être que je suis naïf, mais j'espère que tout va se finir sur une table de discussion avec un accord. Parce que c'est des frères, donc ils ne peuvent que s'entendre. Si tant est que l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire est en jeu, je pense qu'ils trouveront une solution. Et on parle très peu d'un autre, mais Thierry Tabou, on parle très peu de lui. Parce qu'il y a quand même des acteurs importants. Il y a des dinosaures au PDCI, il y a des icônes. Aujourd'hui, parfois, la lecture qu'on peut faire de la gestion de ce parti ou des acteurs de ce parti, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont quand même silencieux avec tout ce qui se passe.
Alors, on ne va pas s'attarder que sur le PDCI. Moi, je pose cette question parce qu'on a le sentiment que quand même un certain nombre d'acteurs emblématiques et clés de ce parti qui sont quand même silencieux et que Bion, il s'est permis de donner son point de vue et non, il a donné son point de vue. D'accord? Ça peut frustrer, ça peut être mal vu, mal interprété, mais il a donné son point de vue. Ok. Mais qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir régler les choses? Moi, je suis un entrepreneur. Qu'est-ce que je fais pour pouvoir trouver un compromis? Et je me dis qu'on ne peut pas se faire l'économie du dialogue. Ça, c'est ce que le président Félix Houphouët-Boigny nous a appris tous. On doit pouvoir dialoguer. On doit pouvoir trouver un terrain d'entente. Et je me dis que si, dans le passé, le président Henri Konan Bédié a pu s'entendre avec le président Ouattara, tout est possible. En effet. Et qu'est-ce que tu penses du président Ouattara? Du président Ouattara, de sa gestion. Je vais te dire, le président Ouattara a été quelqu'un qui a une très grande carrière internationale. Moi, personnellement, je vais prendre le contre-pied de ce que les gens disent. C'est quelqu'un de fascinant. Parce que toute sa vie, voilà quelqu'un qui est venu en politique, il a été sous-estimé. Il est toujours sous-estimé. Et l'histoire de sa vie, c'est qu'il a été sous-estimé. Quand vous faites une campagne électorale en 2010 et vous faites le slogan du FPI était « Il n'y a rien en face ». Il n'y a rien en face comment? Il y avait une opposition unie autour d'un idéal qu'on appelait le RHDP à l'époque. Mais aujourd'hui, l'opposition... Tu ne penses pas que le parti au pouvoir et avec le président Ouattara ont la même démarche qu'avait le parti du FPI quand ils étaient au pouvoir? C'est-à-dire qu'il n'y a rien en face aussi. Mais ils ne le disent pas de cette façon. Non, je dis non. Je dis non dans la mesure où si certains de ses lieutenants se perdent, je suis sûr que lui ne perd pas le Nord. Quand je dis qu'il ne perd pas le Nord, parce que, regardez, la Côte d'Ivoire est voisine du Burkina et du Mali. Il y a des problèmes de sécurité là-bas. Mais à part l'attaque de Grand Bassam que nous déplorons, qui a eu, l'attaque terroriste de Grand Bassam qui a eu, il n'y a quasiment rien eu en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été sécurisée. Ça, il faut le reconnaître. En effet. Parce qu'il y a des pans entiers, il y a des régions entières, malheureusement au Burkina Faso, qui sont perdues. Malheureusement. Et il y a eu une certaine stabilité au niveau de l'armée. Il faut le dire. D'accord? Est-ce que je suis d'accord avec sa gestion à 100%? Non. Parce que qu'il y ait des efforts, oui. Oui, il y a eu des efforts. La Côte d'Ivoire a changé sur certains aspects. Mais je me dis qu'il peut mieux faire. En termes de lutte contre la corruption. Est-ce que c'est pas parce que d'autres personnes, des voix de l'opposition estiment que la Côte d'Ivoire est plutôt tranquille parce que celui qui crée les troubles en Côte d'Ivoire est au pouvoir? Quel est ton point de vue là-dessus? Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. D'accord. C'est n'importe quoi. Je dis pourquoi. Celui qui crée les troubles. Non, je trouve que c'est un argument, c'est un raccourci un peu facile. Ouais. D'accord? Gérer un pays pendant 15 ans et puis il y a une relative stabilité. Tu vois? Ça prouve que le gars il est sérieux. D'accord, pas sur ton point de vue qu'on non, il est sérieux. Non, il est sérieux. Est-ce que je suis d'accord avec tout ce qu'il a fait? Je trouve qu'il y a beaucoup à faire au niveau même de la réconciliation nationale. Au niveau de l'expression de la toi, en fait, si tu devais faire des critiques sur la gouvernance de Alassane Ouattara sur ces dernières années, pour toi, elle est plutôt satisfaisante? Non, il y a certains points. Attention. C'est comme quand vous voulez noter... Est-ce que tu n'es pas en train de faire du politiquement correct là? Non, pas du politiquement correct. Moi, je suis direct. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Peut-être que c'est ce qui pose problème à certaines personnes, ceux qui me connaissent, mais moi, je suis quelqu'un d'honnête. Il y a certains points. Au niveau de la corruption, il y a un problème. Et ça, je le dis. Parce que quand vous allez dans une gare routière et que vous arrivez à 17h à Djamé, ça, j'ai assisté à ça. Des individus viennent, il faut payer le droit de sol. C'est du racket. Et ça, c'est vu et aussi. Et je me dis que je ne vais pas mâcher les mots, c'est du racket. D'accord?
on a encore, malheureusement, on a installé, malgré les caméras, malgré tout, malheureusement, certains éléments nous rapportent que dans certaines administrations encore, il y a du racket. D'accord? C'est pas normal. Il y a la corruption. Si la Côte d'Ivoire est très mal classée selon l'ONG Transparency, est très mal classée. Parce que vous êtes 50, je pense qu'on était 53e, mais 54e, je ne sais plus. C'est comme très mal classé. On peut dire tout et beaucoup de choses en même temps. Parce que moi je dis, parce que je ne suis pas un acteur politique de la Côte d'Ivoire, je suis plutôt un observateur. Oui. Ce que je dis, moi, par exemple, est-ce que d'un point de vue, parce que là par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de déguerpissement. Oui, j'en venais. Est-ce que tu penses que tout a été fait pour que les populations soient dans une forme soient à l'aise, soient dans un certain confort? Non, parce que le déguerpissement, la question urbaine, l'immobilier. Non, je dirais que non, parce que il y a encore des conflits fonciers en Côte d'Ivoire. Et ça tire son origine de très longtemps. Ça. Oui. Comment pourtant on devrait répondre à ça? Après, tu n'es pas président de parti, mais tu partages ton expérience. Non, regarde, je prends un exemple simple. Tu prends par exemple la ville d'Abidjan. D'accord? Il y a eu des déguerpissements. Mais il y a eu des populations qui se sont élevées pour dire que oui, on n'a pas été dédommagés. Le gouvernement dit non, vous avez été dédommagés. D'accord? Ça pose un problème. Il y a des questions de détournement de fonds bien sûr, très claires. Bien sûr, ça pose un problème. La question du Covid. Ça pose un problème. La question du Covid. Où sont passés tous ces milliards? Pour être sincère avec toi, moi je vais être sincèrement, pour être sincère avec toi. Oui. Tu me dis c'est plutôt positif, plutôt bien et tout ça. Non, et quand on va dans le détail, je pose la question. Sur plusieurs aspects. Quand on va dans le détail, moi je suis d'accord sur plusieurs aspects, pardon. Mais moi, en fait, ce qui attire mon attention... Je parle de d'où on vient. Oui, mais... D'où on vient. Je suis d'accord. Il y a eu une amélioration. Mais je dis qu'il peut mieux faire. Il y a beaucoup qui reste à faire. Et laisse-moi développer... Mais tu donnes une note positive, quand même. Non. Est-ce que ce qui est à faire n'est pas plus que ce qui n'est pas... Ce qui reste à faire est plus. Mais je dis que économiquement et au niveau surtout des infrastructures, il y a une amélioration. Il y a un ami qui avait quitté la Côte d'Ivoire en 2011, il est reparti à la faveur de la CAN. Il était choqué. Oui, il y a quand même des améliorations, en effet. Soyons honnêtes. Il y a des améliorations, mais est-ce que par rapport au potentiel que la Côte d'Ivoire a, est-ce que tu penses pas que... Par rapport au potentiel que la Côte d'Ivoire a, il y a largement de quoi faire. D'accord. La Côte d'Ivoire, je ne dirais pas, est sous-gérée. Ah, oui, c'est un point de vue. Mais moi c'est pour ça que quand tu me dis que c'est plutôt positif, moi je relève des questions, par exemple la question du chômage, la question de l'insécurité, la question du pouvoir d'achat. Oui, mais c'est des questions qui sont centrales dans un État. C'est pas parce qu'on a des routes qui se font, d'ailleurs, et sur 15 ans, le gouvernement, c'est ça, hein? Oui, c'est on dit qu'il est plutôt positif. Positif, ça veut dire que pour moi... Économiquement. Oui, mais économiquement, au niveau des infrastructures, c'est ce que j'ai dit. Parlons des infrastructures. Au niveau des constructions, la situation urbaine en Côte d'Ivoire est quand même catastrophique, non? Oui, ça, ou elle est plutôt positive pour toi? Non. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas respecté une de ses promesses phares de campagne, qui était de construire des logements sociaux aux populations. Et surtout la question de la cherté de la vie. La cherté de la vie. Le prix des logements excessifs. Non, le prix des logements excessifs, ça c'est une politique. Ça peut se régler par... Ça a été fait au Sénégal. Par exemple, ils ont plafonné le prix des loyers. Ça peut se régler par des décrets. Ça peut se régler par des contrôles. Moi aujourd'hui j'ai un problème avec le ministère de la Construction de Côte d'Ivoire. Quand je dis j'ai un problème, pourquoi l'ACD qui est un document de propriété prend quasiment 2 ans pour avoir un ACD. C'est extrêmement long. Pourquoi, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a des immeubles qui s'effondrent, il y a des constructions sauvages et anarchiques qui créent des problèmes. Et qu'est-ce que l'État devrait faire, à ton avis? Quelles sont les mesures? On doit faire plus de contrôle. Et s'il y a une lourdeur administrative au niveau du ministère de la Construction, c'est parce que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas digitalisé.
Oui, donc ça revient à ma question de base. Et quand tu me dis qu'avec tout ça, tu me cites tout ça et la cherté, et on n'a même pas parlé de l'inflation, tout ça, du pouvoir d'achat des populations. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire en 2011. Ouais. Quand je regarde, c'est un peu malhonnête de dire que rien n'a été fait, ils ont tout mal fait, c'est pas vrai. D'accord. Il y a eu une amélioration, il y a une amélioration du cadre. Il y a eu des investissements qui ont été consentis, d'accord. Il y a des secteurs qui ont été transformés, mais il y a beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas si je nuance, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je prends un exemple, j'ai pris l'exemple de l'éducation nationale, on en a parlé au début de l'émission. Je prends le cadre, on a parlé de l'économie. Moi, j'ai dit que l'économie de la Côte d'Ivoire ne me satisfait pas. Tu vas me demander pourquoi. Je dis non, parce que les locaux ont 5%. Même si on est une économie libérale, on peut s'arranger à ce que créer le cadre pour que les locaux aient une économie, aient une part plus importante dans l'économie de Côte d'Ivoire. Et ça, moi, c'est mon souhait. Je vais te donner un exemple simple. L'Allemagne a voulu donner une partie du port de Hambourg à la Chine. Ça a fait l'objet d'un débat au Parlement européen. D'ailleurs, Jean-Luc Bion en parlait. Jean-Luc Bion a déjà eu ce débat-là, il en a parlé, il a expliqué le fait que l'État de Côte d'Ivoire avait donné son port, ou une partie de l'exploitation de son port à Bolloré. Moi, je trouve que ça a été une erreur. Tu vas pas me Il y a des champions nationaux. Je trouve qu'il y a des champions nationaux et je trouve qu'il y a des sociétés en Côte d'Ivoire qui sont capables de gérer le port au conteneur de Côte d'Ivoire. D'accord. La sécurité du port et les entreprises qui gèrent, il y a des entreprises en Côte d'Ivoire compétentes pour cela. Il y a ce qu'on appelle dans les États des secteurs stratégiques. La Côte d'Ivoire devrait adopter une politique de protectionnisme sur certains... Moi, je suis pour un protectionnisme ivoirien. Dans certains secteurs d'activité. Je trouve que notre économie est trop ouverte. Je suis pour un protectionnisme ivoirien. D'accord, ok. Bah écoute, en tout cas, je suis très content d'avoir entendu tous ces points de vue. Est-ce que tu penses que pour toi 2025 c'est plutôt il y aura qu'est-ce que tu penses des élections, de l'environnement qui se prépare pour 2025, la sérénité des Ivoiriens? Je vais aller rapidement. En 2025, les Ivoiriens commencent à appréhender. C'est ce qui est d'ailleurs inquiétant. Les Ivoiriens appréhendent parce que je t'ai expliqué que de 1995 jusqu'à 2024 où on est, il y a eu des élections qui ont engendré des morts. 2010, 3000 morts. 2300 morts. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a eu des morts. Ce qui fait qu'il y a un désintérêt de la chose politique. J'ai déjà expliqué. Il y a une crispation même de la... Non, il y a un rejet de la population, de la classe politique. Ouais. Parce que moi, j'ai tourné en Côte d'Ivoire. Quand tu demandes aux gens, on dit, oh, c'est tous les mêmes. Alors, de toute façon, ils vont venir faire quoi même? De toute façon, quand il y a des élections, on n'a qu'à prendre pour nous, on n'a qu'à prendre l'argent qu'ils vont nous donner lors des élections. Et voilà, parce que quand il y a de l'argent, malheureusement, il y a très peu de lois qui encadrent le financement des élections. Donc l'argent circule lors des élections. Malheureusement, il y a très peu de lois. Vous ne pouvez pas prendre... Il y a très peu de lois qui encadrent cela. D'accord? Mais, je vais te donner un exemple. Au Ghana, il y a 34 millions d'habitants. Mais le corps électoral du Ghana, c'est 18 millions d'habitants qui votent. Au Mozambique, je pense que c'est 29 millions d'habitants, mais tu as 17 millions de votants. En Côte d'Ivoire, on a 29 millions d'habitants, on a à peine 8 millions de personnes qui votent. Il y a un désintérêt de la population, de la chose électorale. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise de confiance entre la classe politique et la population. Quand tu as des populations qui disent c'est tous les mêmes, moi je dis aux gens, ce n'est pas la politique qui tue, ce n'est pas la politique qui détruit, c'est les acteurs politiques qui usent de violence au nom de la politique. La politique, c'est un débat d'idées. Toi et moi, on est en train de parler de politique. On ne s'est pas frappé, on ne s'est pas tué, on ne s'est pas invectivé. Moi, j'ai des amis du RHDP, j'ai des amis du PPACI, j'ai de la famille au RHDP, j'ai de la famille au PPACI, j'ai de la famille au PDCI. Donc, je peux dire que c'est ça qui fait nos différences
politiques, nos différents politiques ne peuvent pas nous séparer, ne doivent pas nous détruire. D'accord. Parce qu'on a un seul pays, la Côte d'Ivoire, et cette Côte d'Ivoire doit être pour nous l'objectif, doit être pour nous la priorité. Donc, même si je suis en opposition avec toi vis-à-vis de ta façon dont tu vois les choses au niveau de la politique, je ne peux pas utiliser la violence, je ne peux pas utiliser l'invective vis-à-vis de toi. Voilà pourquoi tu ne me verras jamais manquer de respect au président, parce que c'est le président de la République. Moi, de toute façon, je suis de confession chrétienne. Je me dis que toute autorité vient de Dieu. Ça, je le dis. Et quand tu prends les choses de façon républicaine, je ne peux pas manquer de respect à mon président. D'accord? Donc, je reconnais son autorité, mais je dis, je ne suis pas d'accord avec tel point, tel point, tel point. Et donc, pour toi, 2025 2025, c'est préoccupant parce qu'à 11 mois d'élection, personne n'a de programme. Donc, on risque de tomber encore dans les mêmes travers du communautarisme. C'est mon parent, c'est mon frère, c'est ma soeur, et on vient du même village, on vient du même parti. Tu es plutôt pessimiste pour 2025, pardon. J'attends de voir. J'attends de voir pourquoi. Mais les gens ont peur déjà. Je connais des gens qui commencent à envoyer leurs enfants à l'étranger déjà. Je ne veux pas que l'élection trouve les enfants en Côte d'Ivoire. Je connais des gens qui font des plans déjà. Ils ont déjà prévu leur visa, leur billet d'avion, cherchent à partir déjà. Parce qu'ils sont traumatisés. Il faut pouvoir guérir le peuple ivoirien d'abord par des actions concrètes. Imagine-toi si les acteurs politiques se mettent ensemble et font des messages de sensibilisation contre la violence politique. Ça, c'est une initiative que j'aimerais bien prendre. Contre la violence politique, je m'engage. Et moi, c'est tous les jeunes que je reçois. Il n'y avait pas déjà eu une campagne en 2020 et l'élection, c'est pas Niaga ou quelque chose comme ça? Oui, mais je veux les acteurs clés. Voilà. Imagine-toi, le président Babou, le président Hassan Ouattara s'attrape la même fois un message de paix, par exemple. Le sport tourne. Imagine-toi, le président Thiam, voilà, et il faut un message de paix. Vous savez, l'élection présidentielle de 2025 peut partir de tous les côtés. Dans tous les sens. Le président Thiam peut l'emporter. Pour une fois en Côte d'Ivoire, on aura des élections où il n'y a pas de favori. Non, qui se dégage plus ou moins. Non, si le président Ouattara est candidat, il est le favori. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il est président. Son seul handicap, c'est l'usure du pouvoir. Donc il est favori. Non, il est favori. Il a un bilan pour lui. Il est là. Il est là. Il a un bilan. Ses partisans disent qu'il a un bilan inattaquable. Non, il n'y a pas de bilan inattaquable. Là, je ne suis pas d'accord. Le bilan est très attaquable. Le bilan est très attaquable. Le bilan du RHDP est très attaquable. Il faut arrêter. Arrivé un moment, on peut être sympa, mais. Ce sera l'objet d'un prochain podcast. Il est très attaquable. Tu peux inviter le nombre les partisans du RHDP, c'est avec plaisir que je viendrai et on discute. Il est très attaquable. Je t'ai expliqué sur les problèmes de corruption. J'ai dit, on est sur la liste du GAFI. On n'est pas tombé sur la liste du GAFI par hasard. Il y a eu des mouvements d'argent qui ont fait qu'on est sur la liste du GAFI. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de corruption. Ouais, il y a un problème au niveau de l'éducation. Je m'explique. Mais on a parlé de la FESI, mais il y a des écoles qui sont enclavées. Il y a des écoles aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui ne respectent pas les normes d'éducation. Donc, pour toi, d'un point de vue économique, social et politique, le bilan est attaquable. Non, le bilan est attaquable partout. Il n'y a pas de bilan parfait. Moi, je suis un féru de politique. J'aime la politique. Je te dis qu'il n'y a pas de bilan parfait. Il y a des bilans encourageants. Parce que même d'un point de vue démocratique, la Côte d'Ivoire n'est pas une démocratie à proprement dite. On est classé démocratie hybride. Démocratie hybride. Parce qu'il y a des classements. Vous pouvez chercher les classements. Il y a l'autocratie, la dictature, tout ça. Donc nous, on n'est pas dedans. On est démocratie hybride. Au-dessus de la démocratie hybride, il y a la démocratie imparfaite. Et au-dessus, on est dans une démocratie parfaite. La France est une démocratie parfaite. Selon certains standards. Au moins, les gens votent.
Moi, je peux me lever et puis je peux me lever, je veux dire tout ce que je veux du président de la République. Personne ne va m'arrêter. C'est vrai. Je suis en France. C'est vrai. Les gens, malheureusement, moi je ne fais jamais ça. Mais les gens, malheureusement, lancent des yeux sur le président de la République. C'est jamais possible en Afrique. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, merci. On arrive au terme de ce podcast. Oui. Est-ce que tu t'aimerais adresser un mot aux populations ivoiriennes? Tu aimerais dire un truc en particulier? Tu aimerais partager quelque chose avec nos auditeurs? Personnellement, je tiens à vous remercier de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur certains sujets. Peut-être que les gens ne comprendront pas certaines de mes positions, mais j'aimerais dire aussi que c'est toujours avec joie de parler de la Côte d'Ivoire. Mais je peux dire que, comme je dis, la politique, là, c'est un débat d'idées. La politique, j'ai une idée, tu as une idée, on se confronte, on parle et on échange. La politique, pour moi, devrait être un jeu, une fête. Mais la politique ne peut pas m'emmener à manquer de respect à quelqu'un. La politique ne peut pas m'emmener à faire du mal à quelqu'un. La politique ne peut pas m'emmener à vouloir détruire quelqu'un ou à vouloir tuer quelqu'un. Donc je pense qu'on doit dépassionner les débats. On doit remettre les idées au centre de la politique. Je suis docteur Martelly, je pose tel problème, et on doit avoir un discours sain. Non seulement on doit être républicain vis-à-vis de notre pays, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir demander le meilleur pour notre pays. Qu'on puisse arrêter les histoires de il est de mon village, il est de notre frère. Même si quelqu'un est de ton parti politique, tu dois demander plus. On doit demander plus. D'accord ? Le peuple ivoirien mérite de demander plus. Parce qu'il y a plusieurs problèmes à plusieurs niveaux. Il y a le problème de la cherté de la vie. Il y a le problème du coût. Le problème, par exemple, le logement qu'on a parlé. Le problème d'éducation. La Côte d'Ivoire a un potentiel incroyable. On trouve aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet-là, mais il y a des ressources. Le sous-sol de la Côte d'Ivoire est riche. On trouve du pétrole au large de la Côte d'Ivoire. On trouve des gisements de plus en plus importants d'or. On trouve des minéraux précieux en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, là où je dis qu'il y a un problème, les contrats d'exploitation de ces minéraux et de ces gisements de pétrole sont donnés à des entreprises étrangères. Moi, mon problème, j'ai un problème avec ça, parce que ces entreprises étrangères exploitent et vont avec. Il n'y a pas de transfert de technologie. Notre économie n'est pas industrialisée. Voilà l'enjeu. Qu'est-ce que vous faites? Quel plan vous faites pour industrialiser notre économie? Nous aussi, on doit être capable de pouvoir exploiter notre propre or. On doit être capable d'exploiter notre propre pétrole. On doit être capable de transformer nos matières premières. C'est ça que les Ivoiriens attendent. D'accord? Mais malheureusement, l'enjeu va tourner autour de non, on ne fait pas la violence, et on met en sourdine, on relègue au second plan les idées. Non, j'aimerais dire aux populations ivoiriennes, demandez-leur des comptes. Pourquoi tu veux qu'on vote pour toi? Pourquoi tu veux qu'on te maintienne au pouvoir? Pourquoi tu veux qu'on te porte au pouvoir? Il faut poser ces questions aux gens. Vous voulez que je soutienne le président Gbagbo? Pourquoi? Vous voulez que je soutienne le président Thiam? Pourquoi? Vous voulez que je soutienne le président Ouattara? Pourquoi? Vous voulez que je soutienne tel candidat? Pourquoi? Il faut un débat d'idées. Et en plus, ça m'a permis, par exemple, qu'on puisse avoir un problème au niveau des passeports de Côte d'Ivoire. On fraude la ça, c'est un autre sujet qu'on aurait pu aborder aussi. Franchement, il y a tellement de sujets pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. On a tellement de sujets qu'on verra. Donc voilà quoi. Donc il faut pouvoir véritablement demander plus aux hommes politiques et surtout utiliser l'espace qu'on a pour pouvoir prôner la paix. Parce que j'ai dit il y a deux types d'hommes politiques. Il y a l'homme d'État et l'entrepreneur politique. Merci. L'homme d'État, voilà. On va s'arrêter sur cette partie, l'homme d'État et l'entrepreneur politique. En tout cas, on était très ravis de te recevoir. Merci. Et puis, j'espère que tes opinions feront foi dans les oreilles des Ivoiriens. Bon, au moins mes opinions sortent de ma chambre. Au moins, ma femme sera contente parce qu'il y a tellement de choses à dire. Vas-y. En tout cas, merci d'être passé. Et puis, j'espère tout le plaisir pour moi. En tout cas, merci à toi.